La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Quelles sont les missions de l'Agence nationale de promotion et de garantie des PME-PMI ANPGF? Les entrepreneurs du Grand Cloto l'ont découvert cette semaine au mercredi de l'entrepreneur. Voulez-vous maîtriser votre consommation d'électricité et éviter tout gaspillage? Eh bien, restez avec nous et vous découvrirez le tout nouvel appareil Made in Togo, conçu pour cela. Et puis pour tous ceux qui sont amateurs d'art et qui apprécient les œuvres de maître Paul Haï, vous pourrez désormais mieux les comprendre. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, le président de la République Faure Eswatini Gnazingbe a reçu hier un message de son homologue guinéen Alpha Condé. L'émissaire du chef d'État guinéen n'est autre que son conseiller Timbou Camara, qui a évoqué avec le président de la République Faure Gnazingbe la coopération entre les deux pays. Nous écoutons l'émissaire guinéen au micro de Ramdan Fassina. Nous étions porteurs d'un message du président de la République de Guinée, son ami et frère, le professeur Alpha Condé. Vous savez que le Togo et la Guinée, dans le cadre de la CEDEAO, mais au niveau bilatéral, entretiennent des relations d'amitié et de confiance. Et de temps en temps, il est important que les deux chefs d'État échangent aussi bien sur les questions liées à l'évolution des processus internes que des questions de sécurité qui concernent l'Afrique confrontée à ce défi qui est fondamental. Et dans un communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à l'attention des chefs de partis politiques, des candidats indépendants, que les spécimens des bulletins de vote pour la campagne électorale peuvent être retirés à compter de ce jour au siège de la CENI et à partir de demain, lundi 24 juin 2019, à 8h, dans toutes les commissions électorales locales indépendantes CELI. Le président de la CENI tient à remercier tous les candidats pour leur patience. L'Agence nationale de promotion et de garantie des PME-PMI se dévoile lors du mercredi de l'entrepreneur de ce mois. Et ce sont les chefs d'entreprise du Grand Cloto qui ont découvert les missions de l'agence, mais également comment constituer un dossier de demande de financement. Voyons tout cela avec Komu Poyodi. Ils sont de différents secteurs d'activité, ces femmes et hommes entrepreneurs de Cloto, à répondre à cette rencontre d'information et de formation sur les opportunités d'accès à un accompagnement financier afin de mieux fructifier leurs entreprises. Une initiative du gouvernement togolais qui s'inscrit dans la logique de lutte contre le chômage, surtout chez les femmes et les jeunes. Plusieurs exposés bien conçus pour la circonstance ont permis aux responsables de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement, la NPGF, d'outiller ces entrepreneurs sur les conduites à tenir, notamment les techniques managériales et comment constituer le dossier de demande de financement. Nous apprécions la démarche de l'agence parce que nous voyons aujourd'hui qu'on n'est pas informé et qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous avantager, surtout nous dans notre secteur de l'hôtellerie, des bars et restaurants de Kpalimé, qui constitue le poumon de Kpalimé. Nous pensons qu'avec les informations reçues aujourd'hui de l'agence, nous allons améliorer et professionnaliser le secteur de l'hôtellerie à Kpalimé. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement est une structure d'appui et d'encadrement des PME-PMI. Elle sert d'intermédiaire entre les promoteurs et les institutions financières. Elle joue donc le rôle de facilitateur. Mais encore faut-il que le bénéficiaire soit togolais et dispose d'un dossier de demande fiable. Nous avons constaté que beaucoup d'entreprises qui nous ont sollicité, nous n'avons pas répondu à la sollicitation, aux demandes de toutes les entreprises
qui nous ont demandé de l'accompagnement financier. Qui, parce que le dossier est mal monté ou alors parce que nous avons jugé le dossier peu rentable pour être remboursé. En réalité, pour bénéficier d'un accompagnement de la NPGF, le promoteur nous adresse une demande écrite dans laquelle il précise s'il s'agit, parce que nous avons deux types d'accompagnement, accompagnement technique et accompagnement financier. Donc dans sa demande, le promoteur nous précise le type d'accompagnement sollicité. Est-ce qu'il s'agit d'un crédit? Si tel est le cas, il faut essentiellement un business plan, le plan d'affaires qui détaille le projet avec les études de marché et autres. Il doit également nous fournir les documents administratifs à l'entreprise elle-même, notamment savoir si c'est une entreprise qui est enregistrée au registre du commerce du crédit immobilier. Au passage, je rappelle que l'ANPGF n'accompagne que les entreprises formelles, celles qui sont constituées légalement. Les entreprises étant dans l'informel ne sont pas accompagnées par l'ANPGF. Donc, en introduisant sa demande, le promoteur doit nous apporter la preuve qu'il est formalisé. Donc c'est également et nous avons besoin d'une pièce d'identité du promoteur. La NPGF étant une structure nationale, nous n'accompagnons que les Togolais. En 10 ans, environ 300 PME et PMI ont bénéficié de financement à hauteur de 8 milliards de francs CFA. La rencontre a été l'occasion pour l'ANPGF de présenter le dispositif d'accompagnement des PME et PMI mis en place par la CEDEAO en collaboration avec le ministère en charge du secteur privé. Être une entreprise autonome, productrice de biens et ou de services marchands, immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier ou autres registres équivalents. Avoir un chiffre d'affaires hors taxe annuel qui n'excède pas 1 milliard de francs CFA et se conformer à l'obligation de produire des états financiers selon les dispositions en vigueur. Comme ça, on pourra vous envoyer les... Pour la consolidation de son stock de sécurité alimentaire, l'ANSAT procède à l'achat de céréales. Et l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo était donc à Misséouta, dans la préfecture de Doufelgo, pour des prélèvements de maïs. La correspondance depuis Doufelgo de Nestor Monzon. Les producteurs de la coopérative Solidarité de Misséouta à Aloum dans Doufelgou qui rassemblent leurs sacs de maïs pour les livrer à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Ces producteurs ont encore d'importants stocks de maïs dans leurs magasins. L'ANSAT vient les soulager avec cette opération d'achat. C'est un sentiment de joie parce que vu la situation de vente de maïs sur la place du marché, on est très inquiet. 350 francs le bol. Comment les bonnes femmes là mesurent? Ce n'est pas la mesure. Moi j'appelle ça vol, pour ne pas dire le bradage. On brade, on ne vend pas. La femme va mesurer le maïs, toi-même tu vas pleurer. Vraiment je remercie ANSAT de cette initiative en notre faveur. C'est tombé au moment où nous avons encore besoin de beaucoup d'argent pour relancer la campagne. Pour cette opération à Misséouta, l'ANSAT prélève 25 tonnes de maïs pour une valeur de 4 millions de francs CFA. La somme a été virée sur le compte bancaire de la coopérative avant que les agents de l'ANSAT n'arrivent pour peser et embarquer le stock prévu. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus faire comme avant, parce que nous avons assez d'ambition pour nos coopératives. Et vous allez voir que la nouvelle donne, le programme national de développement, a en son sein la bancarisation. La bancarisation, c'est de familiariser nos coopératives avec les banques. Il est important que nos coopératives puissent s'approcher des banques, pouvoir lever des fonds, pouvoir être compétitifs, pouvoir soumissionner des marchés et pouvoir gagner des marchés et faire les prestations. On apprend en même temps à amener nos coopératives vers les banques. C'est pour cela que nous aussi, on s'est inscrit dans cette dynamique. L'ANSAT a saisi l'opportunité de cette opération d'achat de maïs à Misséouta pour exhorter les paysans du milieu à diversifier leur production afin d'éviter de dépendre d'une seule culture. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo s'approvisionne aussi en sorgho, mil et riz blanc. Alors que le maïs est à 160 francs le kilogramme, le mil et le sorgho sont à 200 francs. Quant au riz, son prix d'achat est de 380 francs le kilo.
Et de son côté, la nouvelle société cotonnière du Togo poursuit, elle, sa tournée de récompense des meilleurs cotonculteurs de l'année. L'idée est de les encourager à faire mieux pour permettre d'atteindre l'objectif des 200 000 tonnes d'or blanc à l'horizon 2022. Découvrons à présent les meilleurs producteurs de Tado et Noche avec Silver Abdou. Des prix de récompense pour encourager les meilleurs producteurs et groupements cotonniers de Tado pour leur engagement et détermination autour de la filière. La NSCT, Nouvelle Société Cotonnière du Togo, a entrepris cette politique d'émulation pour inciter les producteurs à redoubler d'efforts pour la production cotonnière à grande échelle, destinée à répondre à l'objectif du gouvernement, celui d'améliorer le rendement à l'hectare pour relever les défis des 200 000 tonnes à l'horizon 2022. L'esprit est de créer l'émulation au niveau des producteurs, de créer une certaine compétition et à partir de cette compétition de reconnaître les meilleurs. Et à travers cette reconnaissance des meilleurs, c'est en même temps avoir l'engouement de tous les cotonculteurs autour de la culture du coton. Ceci permet donc, comme vous l'avez constaté, les prix reprises par exemple, ces prix sont décernés, les prix reprises sont décernés au GPC qui avait abandonné le coton et qui d'un seul coup, après la reprise du coton, atteignent un niveau de 40 tonnes. Plusieurs producteurs ont été donc primés à Tado, tout comme ici à Noche, dans le Hao. Il ressort que ces meilleurs producteurs ont emblavé de grandes superficies avec une production du coton de qualité, respecté les itinéraires techniques avec un meilleur rendement à l'hectare. Lorsque on a lancé la campagne, je me suis informé et j'ai pris à temps les mesures pour pouvoir commencer à faire mes champs. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui à être primé. Sinon j'ai semé à temps, j'ai récolté à temps, j'ai vendu à temps. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui à être premier parmi les chefs qui ont gagné. Les producteurs se sont mis et à la fin de leur production, on a pu recenser ceux qui ont produit le coton et il y avait des critères de sélection. Ces critères étaient entre autres la superficie à emblaver. Donc en termes pour les producteurs, il fallait emblaver 5 hectares pour être dans la compétition. Et c'est ainsi, les producteurs qui ont emblavé à partir de 5 hectares, il fallait regarder maintenant le critère déterminant, c'est le rendement. Il y a la production qui détermine le rendement. Le rendement, c'est la production sur une superficie donnée. Donc, la production sur l'hectare. Donc, le rendement qui était prévu, qui est prévu pour qu'un producteur qui a fait 5 hectares puisse être admis à ça, il fallait faire 1 tonne 250 sur l'hectare. Cette cérémonie de remise de récompense aux meilleurs producteurs et organisations des producteurs de la campagne 2017-2018 marque ainsi le lancement de la campagne 2019-2020 où les producteurs du coton entendent mieux faire pour améliorer le rendement à l'hectare en vue d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement togolais. Et dans le reste de l'actualité, il faudra retenir ce chiffre record publié par l'ONU cette semaine. 70,8 millions, c'est le nombre de personnes déplacées fin 2018 et le phénomène s'accentue avec les récurrentes attaques terroristes dans le monde et surtout dans le Sahel. Que peuvent alors faire les différents États? Décryptage ce soir avec Augustin Kossi. 70,8 millions de réfugiés et déplacés dans le monde en fin 2018. Un record jamais égalé de personnes déracinées. Des hommes, femmes et même des enfants innocents contraints à l'exil en cause des guerres, des violences, des menaces et persécutions. Selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce nombre est en situation prolongée de 15,9 millions en 2018. 9 pays sont entrés dans cette catégorie, notamment le Kenya, le Soudan et l'Ouganda qui accueillent désormais plus de 25 000 Sud-Soudanais depuis 5 ans. Sur les 70 millions de personnes déracinées à travers le monde, on note 25,9 millions de réfugiés, 3,5 millions de demandeurs d'asile et 41,3 millions de déplacés internes. Cette situation consécutive aux guerres, aux violences et aux persécutions ont propulsé des déplacements forcés. Et les pays en développement sont les plus massivement touchés. En Afrique,
Elle est beaucoup plus préoccupante, notamment dans la zone subsaharienne qui abrite plus de 26% des réfugiés du monde entier. Et pour cause des conflits internes, des menaces terroristes et djihadistes et la montée en puissance de l'extrémisme religieux. De nouveaux conflits et menaces viennent s'ajouter à cela, en l'occurrence la crise libyenne et soudanaise. Dans l'espace CEDEAO, la problématique de la protection des réfugiés est presque devenue un véritable enjeu de développement. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger qui accueillent, outre les déplacés internes, des réfugiés maliens ou des Nigériens. Selon l'ONU, les attaques contre les villages de Gangafani et de Yoro au Mali, près de la frontière Burkina Faso, ont fait 41 morts et ont entraîné 750 personnes déplacées le lundi 17 juin dernier. Ces violences, nées en 2012, se sont propagées du nord vers le centre, voire le sud. Des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et onusiennes. Un phénomène que connaissent également le Burkina Faso, le Niger, atteignant même les pays côtiers. De plus, le conflit libyen et soudanais, les violences de Boko Haram au Nigeria ne cessent de produire un grand nombre de réfugiés et de déplacés. Alors que la force conjointe du G5 Sahel semble avoir du plomb dans l'aile, les forces multinationales effritées et que la force française Barkhane et la MINUSMA peinent à trouver une formule adaptée aux menaces terroristes et djihadistes, une seule option s'impose, une synergie d'action pour prévenir d'abord les déplacés et puis gérer efficacement les flux des déplacés. Isolé, aucune nation ne pourra venir à bout du fléau. Il faut donc une approche commune devant enrayer les crises et menaces terroristes dans l'espace communautaire. Retour en page nationale avec ce qui va intéresser bon nombre d'entre nous. Un appareil qui permet de gérer minutieusement la consommation électrique et éviter ainsi le gaspillage. Son inventeur est togolais et il a présenté cette semaine. Medina Salami pour le compte rendu. Le gestionnaire répartiteur de courant, GRC, est une solution au problème de gestion d'énergie électrique. Ce boîtier électronique programmable selon les besoins apporte des solutions au gaspillage et partage d'énergie dans les ménages. Il est de 3 types avec plusieurs fonctionnalités, notamment la programmation de la consommation, l'allumage et l'inspection des appareils. Le GRC est conçu par le Togolais Venance Péré. Le GRC est de la catégorie des additionneuses électriques. Sauf que chez nous, il y a des fonctions supplémentaires. Ça permet de gérer les ampoules extérieures allumées automatiquement, éteindre automatiquement, sans que les usagers le fassent chaque jour. En entreprise, ça permet aussi d'attribuer la consommation à chaque agent, chaque bureau, chaque matériel, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Cette technologie innovante, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, mérite un soutien de tous. C'est un dynamisme avéré. C'est une fierté pour moi de voir les opérateurs économiques locaux lancer des idées et faire en sorte que ces idées soient matérialisées par des produits innovants. C'est le PND, l'accompagnement pour le plan national de développement, qui est mis en place. Cet appareil électronique a une durée de vie de 10 ans. Il apporterait une solution crédible pour mettre fin aux soucis récurrents de gestion d'énergie électrique dans les ménages. L'ambassadeur plénipotentiaire du Gabon près le Togo, le Ghana et le Bénin est arrivé en fin de mission. Le diplomate gabonais était au Togo depuis le 12 décembre 2012. Après près de 7 ans passés à permettre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo, il s'en va fier d'avoir accompli sa mission. Et un dîner a été offert en son honneur hier par les autorités togolaises. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Bon retour
Des verres levés et applaudissements en honneur de celui qui a contribué au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et le Gabon en 6 ans et demi. Sylvain Aboubaka Minko Miseme, l'ambassadeur plénipotentiaire du Gabon près le Togo, le Bénin et le Ghana, est en fin de mission. Au terme de son odyssée diplomatique, il est convié à cette soirée dînatoire par Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. L'émissaire de la diplomatie gabonaise au Togo décembre 2012-juin 2019 aura gardé d'énormes souvenirs, des moments inoubliables. Ces 6 années sont passées tellement vite que nous avons l'impression de n'avoir passé au Togo que quelques mois. Nous avons en l'occurrence noté l'humilité, l'hospitalité, l'ouverture d'esprit, la résilience quotidienne aux difficultés de la vie, la créativité et l'ardeur au travail du peuple togolais. Au Togo, j'ai eu l'honneur de rencontrer des hommes de valeur, en tête desquels son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essozumina Gnassingbé, dont la vision a littéralement changé politiquement et économiquement le visage du Togo depuis notre arrivée. Monsieur le ministre, votre pays a un grand homme à sa tête et je souhaiterais que vous lui transmettiez nos sincères remerciements pour tous les efforts consentis pour le renforcement des relations entre nos deux pays, d'une part, et d'autre part, entre la CEDEAO et la CAC. Au niveau bilatéral, votre dynamisme nous a permis d'organiser les visites de travail et d'amitié des présidents gabonais et togolais et de conclure la signature de plusieurs accords entre le Togo et le Gabon, notamment le dernier relatif à l'exemption des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services. L'accord en matière de lutte contre la traite des enfants, un accord qui nous permet donc de régler, on l'espère, une fois pour toutes, le problème de traite des enfants entre le Togo et le Gabon. Le Togo et le Gabon entretiennent de très bonnes relations dans plusieurs domaines. Sylvain Aboubaka Minko Miseme, celui qu'on surnomme le doyen du corps diplomatique au Togo, a imprimé une nouvelle dynamique à la coopération entre Lomé et Libreville à travers divers accords. Pour la diplomatie togolaise, il est un travailleur difficile à oublier. Sylvain, par son travail, nous a marqués. Son sens de la responsabilité en tant qu'ambassadeur de son pays, le Gabon, et sa lourde responsabilité surtout, qui lui a permis de défendre le Gabon et de porter les ambitions du Gabon dans le monde, et particulièrement au Togo, nous a marqués. Cher Sylvain, sous votre magistère, les relations de coopération entre le Togo et le Gabon se sont énormément renforcées. Vous aviez eu à être témoin ou auteur, je dirais, du sommet CEDEAO, CEAC, organisé entre la commission de la CEDEAO et celle de la CEAC, et surtout sous la présidence effective de votre président, le président Ali Bongo Ndimba, et du président togolais Faure Essozumina Gnassingbé. Nous avions eu dans le passé des problèmes liés à la traite des êtres humains entre le Togo et le Gabon. Et sous votre magistère, aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre ces problèmes qui concernent particulièrement les jeunes filles par un accord. Le temps des adieux a été marqué par un présent. Le diplomate gabonais achève sa mission au Togo. Il sera certainement attendu au Maroc pour une nouvelle aventure diplomatique. Ce dimanche 23 juin, des personnes psychologiquement vulnérables sont célébrées, les veuves. Et pour redonner le sourire à ces femmes qui ont perdu leurs époux, le Fonds Davo leur a organisé plusieurs activités. Le point avec Serge Testom et Ferdinand Diassoa. Des soins de santé offerts gratuitement aux femmes par le Fonds d'aide aux veuves et aux orphelins Fonds Davo.
Cette action, qui se situe dans le cadre des manifestations de la célébration de la Journée internationale des veuves, prend en compte la participation de celles-ci face aux enjeux du développement durable. D'où la nécessité pour cette couche de la société de jouir d'une bonne santé. Nous avons fait un bilan de santé. On a découvert des pathologies qu'on va essayer de soigner. Je profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'aider les veuves car elles souffrent de pathologies, des pathologies des fois lourdes. Et si on n'aide pas la veuve à vivre, à survivre, nous aurons des orphelins sur les bras. Et ce sont ces orphelins qui vont devenir les enfants des rues, va devenir des problèmes de société. Dans le cas du PND, les ONG aussi veulent contribuer à l'effort que le gouvernement fait, mais veuves vont bénéficier déjà des fonds FNFI 2 fois, elles ont bien remboursé. Et Fondavo veut soutenir cette action en complétant ce que le gouvernement donne. Le Fondavo, aux côtés des veuves depuis 25 ans, œuvre pour leur épanouissement. Et justement, pour leur permettre de s'auto-prendre en charge, le fonds va bientôt bénéficier d'un partenariat avec une microfinance de la place qui va leur accorder des microcrédits en vue d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Fondavo a toujours célébré avec les veuves membres de son association. Et nous avons eu à faire les bilans de santé. Et le samedi, on était là pour les activités sportives. Fondavo soutient nos enfants. Nous sommes tellement animés d'une grande joie en ce jour qui est le jour qu'on puisse se souvenir au moins de la veuve qui est oubliée de toute la société, même de sa propre famille. Moment de louange et de prière, prestation de chant choral, la présente célébration est une marque d'action de grâce au Seigneur. À l'apothéose de cette célébration consacrée aux veuves, des vivres leur ont été distribués avec le soutien de l'École supérieure des affaires ESA et du cabinet d'audit et d'expertise comptable AEC. Et ces femmes sont souvent marginalisées et il en est de même pour les plus jeunes. Plan International Togo va donc en guerre contre les violences faites à la gente féminine. Mais comment? Les précisions avec Karine Olanlo. Un message porté haut et fort par Plan International Togo à travers cette caravane qui a sillonné quelques artères de la ville de Lomé. L'ambition première des initiateurs de cet événement est de lutter contre les pratiques sociales qui violent les droits de la gente féminine. Plan international avec les partenaires a décidé de lancer la campagne aux filles l'égalité qui va durer 5 ans pour alerter encore une fois l'opinion publique sur l'égalité des filles. L'égalité parce que depuis plusieurs années, Plan International, ses partenaires et l'État togolais ont travaillé pour améliorer les conditions des filles. Mais jusqu'à ce jour, il y a encore des inégalités. Inégalités qui freinent la promotion ou l'égalité de chances des filles. Donc nous travaillons pour donner plus d'opportunités, plus de chances à la fille d'avoir accès aux mêmes opportunités qu'aux garçons. Cette campagne de sensibilisation des filles et jeunes femmes s'est déroulée simultanément dans les autres villes du pays. Elle interpelle également les parents à jouer leur rôle d'éducateurs pour l'épanouissement et l'émancipation des jeunes filles. Les parents sont nos premiers alliés. Étant donné que les enfants sont issus des familles, nous allons travailler avec les parents pour qu'ils donnent les mêmes chances aux filles qu'aux garçons dans leur cursus scolaire, dans les opportunités pour leur développement. Sur le plan international, cette campagne se présente comme une stratégie de mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Elle tire sa légitimité, notamment à son axe 5. Cette activité de sensibilisation bénéficie du soutien du gouvernement qui a fait de l'égalité et équité genre une des priorités.
La toute première œuvre monumentale de feu Polaï qui se dresse dans l'enceinte de l'INSED Seniti dispose désormais d'un panneau explicatif et descriptif. Une idée pour permettre une meilleure compréhension de l'œuvre par les profanes. Voyons tout cela avec Luc Assis. Du haut de ses 6 mètres, ce monument baptisé Force Vive est la toute première œuvre réalisée par l'artiste polyvalent Polaï dans la ville de Lomé. Imposante et massive, elle a été réalisée à partir du sable, du gravier, du fer, du ciment blanc, de la peinture acrylique et des mots. Une des principales œuvres de Polaï, Force Vive représente 3 personnages aux formes géométriques. Les 2 mains tendues vers le ciel ajoutent à l'œuvre un mouvement ascendant. L'artiste togolais symbolise à travers cette statue monumentale la famille, l'espoir, l'union et la force du peuple togolais dans l'édification de bases solides pour l'avenir. Les élèves du lycée français de Lomé mettent en exergue cette statue à travers l'installation de ce panneau descriptif et explicatif. Cette œuvre, pour moi, elle montre l'avenir du Togo. C'est-à-dire que, comme on peut voir, les têtes regardent l'horizon, ce qui peut nous amener à penser à l'avenir et à nous dire que le peuple togolais devrait regarder vers l'avenir. Ce projet m'a appris beaucoup de choses, m'a appris à analyser des œuvres, à voir au-delà de l'aspect esthétique, mais à essayer de voir la signification des œuvres. Donc grâce à la classe de patrimoine, maintenant quand je verrai une œuvre, que ce soit celle de Polaï ou d'un autre artiste, je penserai à voir les lignes de force, à analyser, à essayer de voir ce que l'artiste a voulu dire avec cette œuvre. La pose de ce panneau est une initiative conjointe du lycée français de Lomé, de la Commission nationale de la francophonie du Togo et de l'université Senghor d'Alexandrie. L'idée est de rendre hommage à l'artiste en prolongeant la vie de l'œuvre en termes de valorisation touristique. On s'est assez vite rendu compte que l'œuvre n'était pas assez valorisée, en tout cas par des panneaux qui permettraient de saisir le sens de ces statues. Une première finalité pour nos élèves qui découvrent par ce travail l'analyse d'œuvres d'art, la description d'œuvres d'art, l'interprétation d'œuvres d'art. Et ce projet permet aussi aux élèves de créer vraiment un lien fort avec leur patrimoine local qu'ils voient tous les jours. On a vraiment des statues de Polaï qui ponctuent la ville à divers endroits. Et bien sûr, une autre finalité aussi très importante, c'est de valoriser l'œuvre de Polaï et de valoriser également le patrimoine artistique et culturel togolais. Réalisée en 1989, cette sculpture exceptionnelle qui loge dans l'enceinte de l'INSED a été restaurée en 2016 par Ayaba Emmanuel Massassi grâce au Fonds d'aide à la culture FAC. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.